S'il y a une chose que la série de fantasy The Witcher créée par Lauren Smith Isrich m'a bien fait comprendre, c'est à quel point le spectateur lambda reste un consommateur sans trop d'exigences. Tous ceux qui n'ont pas lu les livres du sorceleur préfèrent la saison 2 de la série Netflix à la première, tandis que les lecteurs se sont pris la plus grosse douche froide pour une multitude de raisons. C'est-à-dire que là où la première saison, diffusée depuis 2019, était plus fidèle aux écrits d'André Sapkowski, bien que branlante en termes de qualité pure, étant donné que cette dernière adaptait une suite de nouvelles et non un roman à part entière, la seconde saison va se permettre de plus grande liberté pour laisser place à un rendu plus efficace dans le divertissement. En tout cas, c'est comme ça qu'on nous a vendu la continuité. Rapide résumé pour ceux qui ne connaissent vraiment pas. The Witcher de Netflix se déroule dans un univers de fantasy basé principalement sur 3 personnages phares, Geralt de Rive, Cyrilla et Yennefer de Vengerberg. Dans la première saison, le destin unit ses protagonistes jusqu'à faire de Ciri la fille adoptive de Geralt. Suite à la bataille de Soden, pensant que Yennefer n'a pas survécu, Geralt prend la petite Ciri sous son aile au repère des sorceleurs de Kermoren. Pendant que Nilfgaard menace de conquérir tous les peuples, nos héros comprennent que Ciri possède le sang ancien qui, dans ce contexte, représente une menace bien plus grande. Bon, je tiens quand même à vous préciser que je vous ai brièvement résumé la version Netflix, et ça sera d'ailleurs tout l'intérêt de cette vidéo. De ce que j'ai pu constater, tous les consommateurs de la plateforme ont l'air plutôt unanimes pour dire que la saison 2 rattrape le mauvais travail de la première. No, God! No, God, please, no! No! Et c'est justement là que je ne comprends pas les gens. En tant que lecteur et fan du sorceleur, je ne trouve pas cette saison spécialement divertissante, à l'exception de son premier épisode, ce qui n'est pas un hasard, étant donné que c'est le seul à respecter à peu près correctement les livres, puisqu'il est directement adapté de la nouvelle Un grain de vérité. Forcément, c'est drôle, fin, joli, avec un peu d'action, etc. Et là, bizarrement, tout le monde est d'accord pour dire que c'est le meilleur épisode, y compris ceux qui ne connaissent pas les livres. C'est fou, hein. À chaque fois, ça me... Mais pour le reste, je suis désolé, cette saison ne m'a pas diverti. Et le plus frustrant, c'est qu'il suffisait d'adapter fidèlement le livre Le sang des elfes pour proposer un rendu nettement supérieur en termes d'écriture, qui était déjà plus linéaire dans sa narration, et proposer des scènes d'action épiques avec une vraie montée en climax sur les visions de Ciri. Là où dans la série, les scénaristes donnent parfois l'impression d'avoir vaguement lu quelques lignes sur Wikipédia. Puisqu'ici, Geralt parle en effet des crises de la jeune fille, mais on ne les voit jamais vraiment se manifester, sauf dans quelques moments clés. Tu as dit qu'elle avait déclamé la prophétie d'Itlin pendant une de ses crises. Ah. Et le pire, c'est que même dans ces scènes-là, les visions ne ressemblent toujours pas à l'histoire originale. Ce qui me donne cette impression désagréable que la showrunneuse a fait son beurre sur ce titre de façon illégitime. Je ne sais pas pourquoi, mais cette série prend tout un tas de décisions très bizarres depuis que le script est en total roue libre. Tu m'étonnes qu'Henry Cavill a eu envie de se tirer après ça. Par exemple, je ne comprends pas cette étrange sensation d'urgence mal placée. L'entraînement de Ciri est amené comme si le sort du monde lui en dépendait, alors que dans le livre, son passage à Kermoren est juste censé servir de prétexte pour développer sa relation avec les autres sorceleurs, notamment Geralt qui, je le rappelle, est considéré comme son père adoptif. Et vu que la relation Geralt-Ciri a totalement été passée sous la trappe dans la première saison, ce qui était déjà une grave erreur, là où elle devait au contraire nous présenter la rencontre et la découverte des protagonistes à Brokilon, cette saison 2 continue sur cette voie en limitant leurs interactions, sauf pour y placer des dialogues écrits par des adolescents. La magie est logée en toi, comme la pointe d'une flèche. Elle te blesse profondément, mais c'est une douleur particulière, mélangée à du bonheur. Alors oui, je reconnais que l'histoire des romans n'est pas exceptionnelle, ils se lisent surtout pour leur ambiance et leurs personnages. Par contre, ce que les romans ont que la série n'a pas, c'est tout simplement une brillante mise en abîme. Ce qui me frustre, c'est que les non-lecteurs trouvent cette saison meilleure que la première, sans savoir ce que celle-ci raconte, juste parce qu'on voit Cavill tarter des gros monstres de façon arbitraire. Une histoire non seulement différente des livres, mais en plus radicalement moins bonne sur le plan scénaristique. Les spectateurs ne se rendent pas compte que Netflix est passé à côté d'une fiction à mi-chemin entre l'aventure du Seigneur des Anneaux et la dramaturgie sanglante de House of the Dragon. Seuls les possesseurs des romans comprennent à quel point la production nous a privés d'une des plus grandes séries de fantasy. Et je m'en suis bien rendu compte en lisant vos commentaires de ma vidéo critique sur la seconde saison. J'ai été agréablement surpris de voir que les lecteurs étaient nombreux à partager ma frustration, si ce n'était ma tristesse. La comparaison avec
avec House of the Dragon était déjà pertinente pendant la diffusion des Anneaux de pouvoir, elle l'est toujours autant avec la série Netflix The Witcher. Là où ce spin-off de Game of Thrones embellissait les passages cultes du livre, parfois en réinterprétant des lignes pour générer une réflexion et une philosophie derrière, une mise en avant de l'épicness pour pas cher avec une pointe shakespearienne, The Witcher va au contraire tout réinventer, puis travestir les moments cultes pour ne pas dire les ridiculiser. Et ce, sur chaque point. Et on va en parler en détail. Pour vous faire comprendre, il y a des petits croisements entre la série et les livres, qui à chaque fois se séparent à nouveau pour raconter une histoire fondamentalement différente. Et même lorsque la série reprend des passages du livre, c'est pour en changer le fond. Ce qui me rappelle ces tristes adaptations de jeux vidéo Resident Evil en film. Dans Afterlife, W.S. Anderson se contente de faire un copier-coller des passages du jeu, sans trop comprendre pourquoi, tandis que le contexte et le fond sont radicalement discordants. Je ne peux pas non plus passer à côté de la vision féministe de l'auteur complètement laissée à l'abandon. Vous devez trouver ça bizarre que je parle de ça, mais sur ma chaîne, je ne fais que me moquer de l'appropriation capitaliste des idéologies dans la pop culture pour que les grosses productions puissent acheter une image. Ce qui fait qu'on se retrouve avec ce genre de résultats depuis presque 10 ans. On se tape des personnages féminins sans âme, sans saveur, narcissiques et arrogants, avec peu de faiblesse. Bref, les productions renient ce que les femmes sont, là où le sorceleur parlait au contraire de la femme dans toutes ses coutures, y compris sa place au Moyen-Âge. Oui, ça fait des dégâts. On se retrouve donc avec des interactions moins longues entre Triss et Ciri, pourtant importantes pour établir ce fameux propos féministe, car l'important pour Netflix est la quantité de femmes qui vont interagir entre elles à l'écran, même si ça ne sert à rien pour valider le test de Bechdel, et non la qualité d'une seule relation. Pareil pour Yennefer qui devient totalement différente des livres, là où elle aurait pu servir la production bien pensante d'aujourd'hui de façon plus efficace en restant elle-même puissante et provocatrice. J'en ai vu certains dans les commentaires d'une de mes vidéos dire « Mais si enfin, c'est fidèle sur les grandes lignes ». Non, c'est une histoire bien différente. Bah si, regarde, Yennefer apprend à Ciri la magie. C'est une blague, j'espère. C'est vers la fin du Sang des Elfes, que la saison 2 est censée adapter, que Ciri est envoyée à Helander pour y apprendre les arcanes de la magie. Yennefer enseigne la petite pendant 1 an, c'est fin, bien écrit, l'alchimie entre les deux est similaire à une relation mère-fille, ce qui ajoute une cohérence avec le fait que Geralt soit le père adoptif, si on assimile le fait qu'il soit lié à Yen. Une vraie famille se forme entre ces 3 protagonistes. À la place, Netflix a décidé de remplacer toutes ces constructions par cette scène. Voilà l'éducation de Ciri aux arcanes de la magie par Yennefer. Un pont tout pourri qui bouge. Alors oui, il est évident qu'ils combleront quelques trous sur cette question dans la saison 3. Sers-toi de tes connaissances en magie pour former la fillette. Mais il est intéressant de se poser la question, pourquoi avoir perdu autant de temps ici? Au commencement de la saison 2, en voyant ce qui se passe du côté de Yennefer où elle perd ses pouvoirs, une autre invention de la série au passage, je me suis dit... Oui bon voilà, c'est juste une petite mise en abîme jusqu'au moment opportun du livre qui n'arrive jamais. À vouloir réécrire tout un récit d'un auteur de talent, on ne peut se retrouver qu'avec des incohérences, des personnages qui popent au bon endroit, au bon moment, des téléportations improbables qui omettent la question des distances, comme ça arrange les scénaristes, ou si ce n'est pas le cas, ce sont des décisions étranges de la part des personnages. Par exemple, pourquoi les magiciens demandent à Yennefer de tuer le Nilfgaardien Cahir pour prouver qu'elle n'est pas du côté de Nilfgaard, alors qu'il n'a jamais été dit de leur côté que Yen est censé avoir de l'affection précisément pour lui, hormis le fait qu'il soit Nilfgaardien, ce qui n'a aucun sens. Le tuer n'est donc pas une preuve en soi. Et devinez quoi, cette séquence non plus n'est pas dans le livre. Ça coule de source. Ce qui m'embête vraiment dans cette saison, c'est le simple constat de m'apercevoir que même les joueurs de la trilogie vidéoludique, sans avoir lu les livres, en sauront probablement plus sur l'univers que les scénaristes de la série Netflix eux-mêmes. Les personnages ont ni l'apparence, ni la mentalité de ceux des romans. Et mention spéciale à Eskel qui agit comme Lambert. Et là on va me dire, oui mais il se comporte comme ça parce qu'il n'est pas lui-même. Oui, mais il meurt. Ça veut dire que les non-lecteurs ne connaîtront jamais qui était réellement censé être ce personnage. Enfin, je sais pas, mais fuck off Netflix, fuck off. Ils auraient très bien pu inventer un autre sorceleur, mais non. Il fallait tuer Eskel dans une scène ajoutée parfaitement inutile. Si tu retires cette scène, l'histoire avance de la même façon à quelques détails près. Et ça les enfants, c'est le signe d'une très mauvaise écriture, sans parler des protagonistes carrément manquants comme Shiny, l'une de mes romances préférées dans la trilogie de jeux.
Tout comme la première saison, ils ont un besoin si dévorant de mettre en avant Yennefer qu'il casse son effet surprise à chaque fois. On a démystifié ce personnage de A à Z, là où il aurait été excellent de respecter la volonté de l'histoire originale en privilégiant une plus grande mise en avant de Triss. À la place, on se retrouve avec beaucoup de choses pas claires du côté de Yen. J'ai l'impression que les scénaristes eux-mêmes ne savaient même pas ce qu'ils racontaient, en prenant en compte que j'ai toujours de travers le fait que son combat contre Rience ait été utilisé comme une scène de LOL pour justifier cette décision stupide de lui retirer ses pouvoirs. Alors que ce passage du livre aurait pu servir d'excellente scène d'exposition dans la série. Regardez juste comment rien n'a de sens ici. Yennefer avait sérieusement prévu à l'avance de garder une gorgée d'alcool dans sa bouche dans l'espoir que Rience allume son doigt sans aucune raison valable en attendant gentiment de se faire cracher dessus. What the fuck? Sur ma vie et sur mon honneur, je peux vous garantir que j'aurais fait un meilleur travail avec le même budget et une équipe plus compétente. Le bouquet final, c'est le sort réservé à Ciri. Les scénaristes ont eu l'étrange idée d'en faire l'antagoniste de cette saison, sous la possession de Volette-Mère, un membre de la chasse sauvage, malgré tout, encore une fois, inventé par la série. Allez, ne soyons pas de mauvaise foi, je vais relever un bon point. Dans cette série, les personnages sont mis à l'épreuve. Loin de l'image actuelle de la femme forte et indépendante, Ciri va au contraire devoir gravir les échelons pour obtenir le respect de son entourage. Malheureusement, tout se désamorce sur le reste. La preuve d'amateurisme de la part des scénaristes qui sont persuadés de mieux écrire que l'auteur d'origine se trouve également dans la piètre qualité des dialogues. Personne ne parle comme ça, en plus de tenter d'ajouter une dramaturgie ratée et prétentieuse qui donne l'impression de regarder un spectacle d'enfants qui nous explique qui sont les gentils et qui sont les méchants. Notre haine est le mal dont elle se nourrit pour devenir plus forte. Ah bon? Ne lui donnons pas ce qu'elle veut. La haine. La haine. Ensuite, je vais sans doute me mettre à dos certaines personnes, mais je trouve la forme pas dingue. Bon, déjà, les lentilles de contact se voient trop. On dirait presque que tout le monde est en plastique, c'est parfois agaçant. Les costumes ne sont pas exceptionnels, les effets spéciaux discutables sur la conception des décors, bien que meilleurs sur les créatures, et les cadrages sont peu pertinents, disons que c'est le minimum syndical sur une série. Voilà, au moins, les scènes de combat sont plutôt claires. Les villes n'ont aucune identité, à côté d'un Game of Thrones qui, rien qu'à la vue, nous fait comprendre immédiatement où l'on se trouve. Cette lacune ne fait qu'augmenter les difficultés de compréhension pour les non-connaisseurs. Par exemple, ici, on se retrouve dans un environnement complètement différent de la scène précédente. Mais c'est très difficile de s'en rendre compte si on est distrait ne serait-ce qu'un instant. Vous devez sans doute vous poser la question, comment faire pour aider le spectateur à mieux se repérer? Eh bien c'est très simple, faire ce que Game of Thrones ou Le Seigneur des Anneaux avait déjà fait auparavant. Par exemple, créer différentes identités culturelles, symboliser les environnements par des blasons visibles à l'écran, cibler notre œil par des codes couleurs, changer l'étalonnage entre chaque scène, ou encore, bien sûr, identifier les peuples par différentes ethnies bien définies, etc. etc. Seules les musiques parviennent vraiment à saisir l'ambiance scandinave, mais elles restent malheureusement sur le même ton durant toute la série. À ça s'ajoute un gros souci d'ambiance, tous les connaisseurs de l'univers ont été choqués par l'atmosphère étrangement chaleureuse de Kaer Morhen, censée être au contraire un environnement désert. L'apparition des femmes de joie est un non-sens total, un cruel manque de compréhension du lore, et un irrespect envers quiconque s'est intéressé à l'univers, quand on sait que le repère est censé rester secret. Jamais Vizemir miserait sur le fait que l'alcool leur ferait oublier l'endroit. Elle ne devrait pas être là. Et les gars devraient le savoir. Il a dû boire un peu trop de stramoine pour soigner sa piqûre de léchi. Ils en ont tous trop bu. Elles ne se souviendront de rien demain. The Witcher est donc devenu le jouet de Netflix, qui utilise la licence uniquement pour surfer sur les différents succès, notamment ceux générés par CD Projekt, sans vraiment comprendre les outils puissants qu'ils tiennent entre leurs mains. Ils proposent donc un rendu qui ressemble vaguement aux jeux vidéo, mais d'une façon si différente des livres que même les joueurs arrivent à voir que quelque chose ne tourne pas rond. J'ai toujours espoir de voir un jour cette licence entre de meilleures mains, se faire racheter par une boîte scandinave, quitte à ce qu'elle propose un rendu moins cher, mais plus quali. J'ai aussi parfois espoir de voir HBO racheter ce titre pour proposer quelque chose de plus impactant. Vous savez, beaucoup ont été choqués par le spin-off Blood Origin, mais croyez-moi, le niveau d'écriture n'est pas si loin. Il a juste fallu retirer la forme pour que les gens se réveillent enfin. Et peut-être que d'autres moutons égarés se réveilleront encore avec la 3e saison, puis la 4e lorsqu'Henry Cavill sera définitivement remplacé par Liam Hemsworth. Mais nous verrons bien ce qu'il en est réellement de la 3e saison dans ma prochaine vidéo dédiée à la critique de cette dernière.